Je me pose au calme. Moi, je m'appelle Marc Espignac et je suis philosophe en fait spécialisé dans les interactions sociales et la formation aux arts oratoires, à l'éloquence, l'improvisation et tout ce qui va avec. Donc très vaste, mais voilà pour résumer en quelques mots ce que je suis. J'ai cofondé Voix publique qui avait pour objectif de vulgariser la prise de parole en public, l'éloquence auprès de différents publics, donc que ce soit des lycéens, des collégiens, des collégiennes, des lycéennes. Et aussi j'ai développé tout un volet qui est assez atypique en Nouvelle-Aquitaine, c'est la formation aux arts oratoires des élèves d'école primaire. Donc je formais aussi plusieurs élèves d'école primaire à travers un dispositif qui s'appelle les petits champions de la lecture. Et je donne des cours aussi à l'université de Bordeaux autour de l'introduction à la rhétorique et j'ai eu la chance de donner aussi des formations à Unicité et dans plein d'autres associations. Et j'ai très récemment quitté Voix publique et j'ai transformé en association le collectif transdisciplinaire Savoir Partager que j'ai fondé pour justement permettre à d'autres personnes qui pratiquent d'autres formes d'art et notamment des d'art vivant de venir compléter en fait ce panel de propositions que j'effectue. Et aussi de développer un volet qui est plus axé sur la recherche, sur la réalisation des études, un travail sociologique, et pour compléter quelque part tout ce que je proposais déjà et que je continuerai à proposer. Voilà, en quelques mots, ce qu'est Savoir Partager qui a pris la relève de Voix publique. Alors pour moi, j'aime beaucoup résumer la question quand on me demande qu'est-ce que c'est que la philosophie. Tout d'abord, je n'aime pas me qualifier comme un philosophe. Or, c'est mon parcours universitaire qui l'exige, mais je me pense davantage comme un penseur du social. Parce que pour moi, tout le monde peut être philosophe. À partir du moment où on se questionne soi-même, on questionne le monde, on questionne ce qui nous entoure et ce qui nous environne, on peut être ce que moi j'appelle philosophe. Le philosophe, c'est celui qui a la passion de la sagesse, l'amour du questionnement. Pas forcément l'amour de donner des réponses préconçues, mais l'amour du sens critique. Donc tout le monde peut l'avoir, cet amour-là. Tout le monde peut le développer. La différence avec le penseur du social, c'est que l'objet prioritaire de mon questionnement, c'est le social. C'est les interactions entre les individus. C'est ce qu'on peut apporter, qu'on peut améliorer dans le comportement des individus. Et toutes ces interactions-là, le contexte, qu'est-ce que ça engendre, quelles sont les possibilités en fait, et d'innover constamment dans le champ du social. C'est pour ça que je me vois davantage comme un penseur du social, parce que j'ai cette fibre sociale qui est ancrée en moi et qui est aussi due à mon parcours. On peut dire de philosophe qui est un philosophe qui a fait de la psychologie, qui a fait de la sociologie. Donc je suis un philosophe hétérogène, en fait, avec plusieurs apports, un peu d'anthropologie, et ce qui fait que j'ai une passion particulière pour la vie sociale, pour la socialisation et ses différentes formes. Alors le cheminement, ça a commencé pendant mes études. Voilà, pendant mes études, je voulais au départ être avocat. Voilà. Et puis au lycée, il s'avère que j'ai eu la chance de tomber sur une excellente prof de philosophie qui m'a donné l'amour en fait du questionnement. Et j'ai commencé par du droit. Le droit m'a moyennement intéressé parce que ce qui m'intéressait dans le droit, c'était le questionnement de l'origine du droit. Et ce fondement de l'origine du droit se trouve être dans la philosophie. Donc je me suis finalement tourné vers mon amour principal qui est la philosophie et petit à petit j'ai fait de la sociologie en parallèle de la philosophie et de la psychologie qui ne sont que pour moi des volets bien certes spécifiques et particuliers mais qui sont des volets de la philosophie. Et donc j'ai voulu compléter mon parcours de philosophe avec ces volets-là. Et petit à petit, grâce aux expériences que j'ai eues à l'université, notamment de droit, à la fac de droit de Bordeaux,
On m'a demandé de monter un atelier d'éloquence à destination des étudiants et des étudiantes. Je l'ai monté, c'était à la tribune Montesquieu, et puis petit à petit, les choses m'ont amené vers les arts oratoires en fait. Et j'ai complété mon parcours et j'ai essayé d'apporter plus de profondeur dans les mots, parce que ce qui compte, ce n'est pas nécessairement d'avoir uniquement la technique, voilà, pour s'exprimer en public. L'important pour moi, c'est de mettre la forme au service du fond. Donc il faut construire des esprits critiques réellement performants pour qu'ils puissent justement se servir de la forme pour véhiculer des messages, pour véhiculer des idées. Et c'est en ce sens-là que je me suis retrouvé à être dans le milieu de l'éloquence et plus spécifiquement des arts oratoires. Et aussi à côté, je me suis mis à entreprendre. Voilà, donc j'ai créé mon propre cabinet qui aussi propose des formations en fait, à la communication remarquable, à amener les gens à mieux communiquer en entreprise et à gérer aussi positivement les conflits. Parce que souvent, on a l'impression que dès lors où il y a conflit, il y a nécessairement négativité. Et donc moi, j'essaie d'accompagner les entreprises à revoir la question et à essayer de tirer un maximum de bénéfices des conflits qui émergent dans leur groupe, dans leur communauté et de développer de nouvelles actions et de nouvelles activités. Donc j'entreprends beaucoup dans le domaine de la communication également, de la formation, de la dynamique de groupe, de la cohésion des équipes, d'un tas de choses et de la création, le lancement de nouveaux projets et des intelligences collectives. Mais ce qui m'affectionne tout particulièrement en ce moment, c'est mon travail autour de la concertation citoyenne. C'est de comment amener les citoyens à véritablement être des acteurs de la société et à faire entendre leur voix. Pas simplement dire on va faire des réunions publiques pour informer les citoyens de ce qui se passe, mais de dire on va accompagner les citoyens pour qu'ils deviennent acteurs à part entière en fait, de la vie sociale. Et donc c'est ça qui actuellement m'occupe beaucoup pour amener les gens à comprendre qu'en fait non seulement il vaut mieux débattre que se battre, mais aussi à comprendre que toutes les voix comptent. Voilà. Tant qu'on débat, toutes les voix comptent. Mais pour débattre, encore faut-il avoir les outils pour pouvoir débattre et pour pouvoir exprimer pleinement ses idées. Parce qu'une idée n'est pas une idée tant qu'elle n'est pas clairement exprimée. Et la meilleure manière de l'exprimer, c'est l'oral. Et donc c'est un facteur important d'émancipation, de lutte contre les discriminations, d'écoute, de rencontre, et c'est capital. C'est pour ça que j'utilise les arts oratoires pour justement permettre à toutes et à tous justement de pouvoir affirmer et s'affirmer à travers l'oralité. Les problématiques et les publics sont très variés, comme je vous le disais. Je cible du 6 ans aux 99 ans. Ça, voilà mon public. Donc le public est très varié, ça peut être des enfants qui, à travers les arts oratoires, vont apprendre à avoir confiance en eux. Parce que c'est important d'avoir confiance en soi pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir développer ses compétences, pour découvrir aussi le monde. Parce qu'à travers ces ateliers, ils découvrent aussi la littérature jeunesse, ils découvrent nos grands auteurs français et du monde, ils découvrent aussi les autres, ils se découvrent eux-mêmes. Donc c'est capital. En fait, c'est capital de commencer à former dès le bas âge. Ensuite, au collège, on a d'autres problématiques, au lycée, ainsi de suite. Et là, actuellement, je forme les parents des élèves. Et c'est très intéressant parce que les parents aussi prennent un plaisir fou à être formés, à participer à des ateliers. Et c'est devenu un rendez-vous, en fait, quelque part, qu'ils ne veulent plus manquer. Parce qu'ils rencontrent d'autres parents, ils échangent. Et quelque part, on reprend ce qui est développé depuis très longtemps, qu'on appelle les cafés philo. Excepté que moi, je les appelle des cafés d'échange, où les gens viennent échanger. Et donc, quelquefois, on n'échange pas que sur des savoirs, mais on échange aussi sur des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-vivre. Et c'est là toute la beauté, en fait, des arts oratoires. C'est que ce n'est qu'un outil. C'est un outil qui permet d'aller vers quelque chose de plus passionnant, vers quelque chose encore de plus utile pour le groupe, pour la société, quelque chose de plus émancipateur. Et c'est comme ça que moi je l'entends en fait les arts oratoires. Donc que ce soit en entreprise ou que ce soit dans les quartiers où je travaille énormément, notamment dans les quartiers prioritaires, parce que je travaille notamment avec des jeunes autour de la question comment, par l'oralité, réussir à dépasser la violence. Comment convaincre plutôt que vaincre, et comment travailler tous ces éléments-là
dont je travaille beaucoup, aussi avec des jeunes autour de la sortie de l'isolement. Je travaille avec différentes structures, en fait, avec l'ISIAS notamment, avec des universités, avec voilà, différentes structures, avec différents projets. Mais le maître mot, c'est on ne forme pas juste pour former. On forme parce qu'il faut apporter quelque chose. Parce qu'il y a un élément qu'il faut travailler. Il y a quelque chose qu'il faut dénouer. Et là, la formation prend sens. Elle prend sens quand l'objectif va au-delà de la formation technique. Quand l'objectif est par exemple le développement de nouveaux comportements vertueux. Quand l'objectif est par exemple l'inflexion de nouveaux comportements. Donc on va travailler notamment avec certains jeunes l'éloquence et le Nutella. On a l'impression que les deux sont incompatibles, mais nous avons travaillé dessus avec un centre social pour justement amener les jeunes à changer leur comportement alimentaire pour qu'ils ne consomment moins de sucre, moins de salé et qui privilégient la consommation d'aliments plus sains, locaux, qui respectent l'environnement et qui deviennent des ambassadeurs auprès de d'autres jeunes de cette alimentation vertueuse. Donc là, l'éloquence prend tout son sens. Parce qu'elle a un objectif plus haut, un objectif encore plus noble. C'est pour ça que l'éloquence ou les arts oratoires, pour moi, l'objectif de l'art oratoire par excellence, c'est le social, c'est la chose publique, c'est le vivre ensemble, et pas l'éloquence en elle-même. Alors il y a différentes méthodes, vous verrez en fonction des formateurs et des formatrices, il y a toujours plein de techniques, il y a des brise-glaces, il y a des jeux d'improvisation, il y a des jeux d'éloquence, il y a des jeux de théâtre, et il y a de l'écriture créative, il y a du slam. En fait, on a une palette d'outils qui est quasiment inépuisable. C'est inépuisable. Tout peut servir en fait à amener les gens à sortir un peu d'eux-mêmes et aller à la rencontre des autres. Tout est propice à la rencontre. C'est simplement savoir ressentir ce qui se passe là, ici, maintenant. Quand on arrive à le réaliser, quand on arrive à anticiper aussi en amont, à se préparer en amont, tout est possible. Moi, j'utilise des fois, comme je le disais, des cartes. Avec des cartes, on fait des petits jeux. J'utilise des fois des bouts de papier. J'utilise des caplas. Parce que je me suis rendu compte que les adultes adoraient les caplas et les Lego. On peut utiliser des petits jeux d'improvisation, il y a tellement d'outils. Mais le maître mot pour amener les gens à justement commencer à oser, parce que c'est ça, prendre la parole en public, c'est oser s'exprimer devant les autres, c'est oser se dépasser, c'est oser faire quelque chose. Mais pour que les gens puissent oser, il faut que vous instituiez en principe au fondement de la bienveillance. Tant que le cadre est bienveillant, tant que le cadre est solidaire et que les gens le ressentent, que ce n'est pas, on ne fait pas semblant d'être bienveillant, on ne fait pas semblant d'être solidaire, quand les gens le ressentent, ils osent. Ils osent se mettre en danger. Ils osent accepter de réaliser des choses qui pourtant, quelques minutes, quelques jours, quelques mois auparavant, ils ne pensaient jamais pouvoir le faire. Et c'est ça toute la beauté en fait de celui qui accompagne. Parce que former, c'est accompagner. Former, ce n'est pas dire tu dois faire comme ça, parce que c'est comme ça. Former, c'est accompagner la personne à développer pleinement son potentiel. Et cette vision, c'est la mienne. Moi, j'accompagne. Dans ma formation, j'accompagne. Je ne dicte pas. Parce que je dis toujours, le meilleur orateur ou la meilleure oratrice qui soit, pour chacun et chacune, c'est soi-même. Il ne faut pas falsifier qui on est, mais essayer d'exploiter pleinement qui nous sommes réellement. Et c'est ça, en fait, je permets aux gens de se découvrir eux-mêmes et de faire émerger toute la beauté, toute la force, toute la puissance de leurs convictions à travers mes formations. Voilà comment moi j'amène les gens à s'exprimer devant des inconnus, à s'exprimer devant des gens qu'ils connaissent et à défendre leurs projets et leurs idées. Tout à fait. Tout à fait, c'est même dès le départ. C'est-à-dire avant même, souvent les gens, alors quand on vient dans un atelier ou une formation autour de l'éloquence, de la prise de parole ou d'art oratoire, on a l'impression que c'est en parlant que l'on va se dévoiler. C'est faux. Le discours ne commence pas quand on utilise les mots. Le discours commence avant. Dès lors où l'on entre dans la salle, dès lors où on entre même dans le bâtiment, on est déjà en train de parler. Le corps parle.
Et le corps parle encore plus que les mots. Et donc forcément, quand il parle, on le perçoit, on le voit, on en tire des idées. Et toujours des idées préconçues, mais on en tire quelque chose. Quelqu'un qui est dans une salle d'attente et qui justement soit est refermé dans ses écouteurs et les bras croisés, la tête baissée, on a déjà un indice. On a déjà quelque chose. Quelqu'un qui s'installe aussi de manière très fermée, comme ceci, en atelier, on a des indices. Et puis on en a d'autres qui aussi tremblent un peu. On en a d'autres qui rougissent parce qu'ils voient qu'on les voit. Ils constatent qu'on les voit et ça les fait rougir. Donc on a toujours des indices. Certains arrivent à l'exprimer en disant « je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas l'habitude, ça me met un peu en difficulté ». Mais d'autres n'ont pas besoin de le dire pour qu'on le sache. Le corps parle pour eux. Et c'est ça toute la beauté. C'est que nous avons tous et toutes, formateurs novices ou personnes régulières à pratiquer la prise de parole en public, nous avons tous quelque chose, un tic, un geste parasite, un petit élément qui va trahir notre anxiété, qui va trahir un peu notre stress, qui va trahir quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'une fois que l'on réussit à maîtriser ces gestes parasites, comme les mains qui passent tout le temps dans les cheveux, ou les tout le temps, ou des petits éléments comme ceci, ou les voyez, d'accord, alors genre, on a toujours quelque chose qui ne va pas. Et que ce soit des marqueurs kinésiques, en fait physiques, donc que l'on constate physiquement, ou des mots que l'on répète pour se donner du courage, on a quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de repérer justement ce quelque chose. Une fois qu'on l'a repéré, on peut essayer de le corriger. Et quand il n'est pas corrigeable, quand on ne peut pas le gommer, eh ben on essaie de l'exploiter positivement. On essaie justement de l'utiliser comme source d'énergie. Par exemple, quand on monte sur scène, peu importe la scène, moi il m'arrive quelquefois quand je monte pour faire du stand-up, je me sens hyper stressé. Et donc je me dis à ce moment-là, il faut que ce stress-là, je le transforme en énergie. Que je me dise, il faut y aller, c'est le bon moment, prends ton courage à deux mains. Certains ont besoin d'un petit objet qui va les rassurer. C'est là qu'on appelle l'ancrage positif. L'ancrage positif, ça peut être un objet, une patte de lapin, peu importe, une bague, quelque chose que l'on remet dans sa poche ou quelque part pour pouvoir se donner du courage. Ou se rappeler d'un bon souvenir d'une prise de parole qu'on avait eu à faire. Et donc ce bon souvenir-là va nous donner du peps, de l'énergie pour pouvoir surpasser la difficulté. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a tous du stress, on a tous une peur, il faut juste savoir le canaliser. Et c'est aussi en ça que consiste la gestion des émotions lorsque l'on est formé aux arts oratoires. Lorsque l'on forme aux arts oratoires, il faut former les gens aussi à la gestion du corps, à la gestion des émotions et encore plus important, à la structuration de son discours. Parce qu'un discours structuré est un discours qui stresse moins. On est moins pris en panique, on est moins pris au dépourvu parce qu'on sait exactement quelle est la vision que l'on veut donner, où nous en sommes dans les étapes de notre discours. Et on s'assure aussi si le message a été compris. Et c'est là où il y a une grande place à l'improvisation. Parce que l'improvisation laisse justement le champ à l'interaction avec son auditoire. Parce qu'on peut vérifier directement si son auditoire a bien perçu son message. Et si on se rend compte qu'il ne le perçoit pas tel qu'on voudrait le transmettre, il faut le modifier en direct. Et l'improvisation est capitale et fondamentale à ce moment-là. C'est pour cela qu'on accompagne toujours les gens qui sont formés à l'improvisation. L'improvisation ne signifie pas forcément l'improvisation théâtrale, mais c'est aussi l'improvisation dans la manière de déployer son argumentation. Parce que nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes arguments et quelquefois, il faut les changer. Quand on a un auditoire composé d'informaticiens, on ne peut pas parler comme si on parlait à des magistrats. Et inversement, quand on a des magistrats, on ne peut pas parler de la même manière que nous parlons à des enfants de 6-7 ans. Donc il faut savoir modifier, juguler, refaire, reconstruire en direct son discours sans en perdre le fil ni le sens. Et c'est là tout l'intérêt d'être formé. Alors l'intérêt, premièrement, moi je dis être formé aux arts oratoires, parce que c'est plus complet. C'est ça. Premièrement, les arts oratoires, l'intérêt c'est qu'on peut y faire de l'éloquence, on peut y faire de l'improvisation théâtrale, on peut y faire de l'écriture créative, on peut y faire un peu de rhétorique, on peut y faire du slam, du chant, enfin, il y a toute une palette de propositions et de pratiques
à réaliser. Pourquoi les jeunes devraient se lancer? C'est fondamental que les jeunes se lancent. Et plus tôt ils se lancent, mieux c'est. Parce que notre parole compte. Et pour pouvoir faire entendre sa voix et ses idées, il faut pouvoir avoir les outils nécessaires. Que ce soit pour un oral, quand on est dans un établissement scolaire, que ce soit pour participer à la vie citoyenne, que ce soit pour défendre ses arguments auprès de ses parents, ou même que ce soit pour justement faire la cour à une dame ou un monsieur que l'on aime bien, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Donc l'art oratoire est fondamental. L'art oratoire est une chose sociale que nous devons tous, dans la mesure du possible, pouvoir maîtriser. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus on va maîtriser cet art, mieux on va comprendre les discours des autres, mieux on va pouvoir les déchiffrer, et moins on pourra être manipulé par ceux-ci. Et c'est là où l'art oratoire a une visée politique. Pas dans le sens où c'est pour faire de la politique nécessairement, mais dans le sens où c'est du politique que de maîtriser le verbe. Donc les jeunes, peu importe dans la situation où l'on se trouve, que ce soit professionnel, que ce soit scolaire, que ce soit amical, que ce soit familial, peu importe le contexte, peu importe la condition dans laquelle on se trouve, plus on maîtrise cet art, mieux on s'épanouit, mieux on est outillé pour vivre en société. Et je dirais même que la première source de discrimination, c'est l'inégale maîtrise des mots. Parce que entre celui qui maîtrise 500 mots et celui qui en maîtrise 5000, il n'y a pas photo. Parce que l'autre peut justement complexifier sa pensée, complexifier son propos et pouvoir le distiller comme il faut, à l'inverse de celui qui n'en possède que 500, qui son seul recours à un moment donné sera la violence. Faute de mots, il faudra qu'il trouve d'autres manières de s'exprimer. Alors, quelquefois, on trouve d'autres manières de s'exprimer. Pas nécessairement par les mots, mais des fois par les mots du corps. La danse et un certain nombre de choses de ce genre-là. Et justement parce que l'on maîtrise les mots, on peut expier ces mots. Justement au sens où c'est par les mots qu'on expie, comme un effet cathartique, ses souffrances, ses douleurs, ses peines, et que l'on se découvre aussi. On découvre certaines personnes, quand ils ont vécu des expériences difficiles, se mettent à écrire, se mettent quelquefois à slammer, pour le cas de grands corps malades, qui s'est mis à slammer après un accident, et on découvre aussi plein d'autres choses derrière. Donc c'est fondamental. C'est pourquoi je ne résume pas l'art oratoire à l'éloquence. C'est pour ça, parce que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vaste. Il y a du slam, il y a du chant, il y a de la danse, il y a de l'écriture, il y a des spectacles vivants, il y a de tout. Et c'est un art intrinsèquement humain, avant toute chose. Et oui, il ne faut pas aussi nier le volet un peu qui sert à la manipulation politique. Parce que dans l'art oratoire, il y a aussi la rhétorique. Et la rhétorique, quand elle est utilisée à mauvais dessein, elle permet justement quelquefois de manipuler des masses, de les subvertir et de faire des choses qui n'ont pas réellement un intérêt pour le groupe social. C'est pourquoi il faut aussi l'enseigner à tout un chacun. Il faut aussi accompagner tout un chacun à déchiffrer les codes des différents systèmes rhétoriques pour ne pas tomber dans leur piège. Et peut-être des fois aussi s'en servir quand on en a besoin. Alors les lieux, il y en a beaucoup. Tout dépend de la vision qui est défendue par le lieu, justement par la structure, par le formateur. Moi, j'en fais déjà beaucoup de formations, donc que ce soit dans Bordeaux, dans Pessac, dans les centres socioculturels, dans les bibliothèques, dans les lycées, les collèges, enfin la fac, j'en fais beaucoup avec la vision que je viens de vous exprimer. Mais il y a aussi d'autres qui en font avec des associations universitaires majoritairement, dans des associations, on va dire, ouvertes à toutes et à tous. Il y avait Voix publique, mais Voix publique va peut-être s'arrêter, très certainement. Donc il y a, outre Savoir Partager, qui continue de le proposer dans le champ de la Gironde, donc j'ai cofondé avec d'autres amis. Là, dans l'immédiat, je n'ai pas d'autres références à proposer, mais je sais qu'il y a en termes étudiants, il y a l'IVIAS, il y a Olemo, il y a Sciences Po, il y a
Il y a plein de structures étudiantes en tout cas qui en proposent. Mais il y a aussi maintenant les mairies qui justement font appel à des intervenants, soit pour des programmes de PRE, soit pour des programmes de propositions culturelles. Et donc il y a des choses. Il faut se renseigner auprès de sa mairie, auprès des missions locales, avec lesquelles par exemple je travaille notamment autour des arts oratoires. Donc je ne peux aller dans une mission locale et dire moi j'aimerais assister à un cours de prise de parole en public et d'art oratoire. Il peut en bénéficier. Tout comme il peut aller demander aussi dans des structures comme Pôle emploi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont développées, mais des structures qui proposent de manière ouverte à tout public, pour le moment c'est assez limité, parce que c'est d'abord l'éloquence, avant toute chose, a toujours été quelque chose qui était réservé au milieu étudiant. Et maintenant, nous aussi, avec certains de mes collègues au départ de Voix publique, nous nous battions justement pour l'ouvrir à tout le monde. Et moi, je continue à me battre pour que l'art oratoire et l'éloquence soient ouverts à toutes et à tous avec l'association Savoir Partager. Mais je sais qu'il y a aussi les débatteurs qui sont encore étudiants également, mais il y a plein de choses qui se font. N'hésitez pas en tout cas à contacter des gens, Script Dev Records par exemple, qui travaillent sur le slam et l'écriture. Aussi, ils font quelques initiations à l'éloquence. Donc, ils commencent à proposer ça également. Donc, il faut aussi aller voir la prise de parole en public. Je crois qu'il y a aussi Effort de conscience qui travaille, certes particulièrement sur le théâtre d'improvisation et le rap, et le chant, mais qui commence aussi à faire quelques éléments autour de la prise de parole en public. Donc, aussi aller voir là-bas, et puis aussi voir toutes les structures qui proposent du théâtre d'improvisation. Donc il y en a plein dans Bordeaux, et il y a de structures qui font de l'improvisation. C'est aussi important, il faut entrer quelque part, il faut débuter quelque part, et l'improvisation, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus démocratisée pour le grand public que par exemple l'éloquence, qu'il est encore un peu moins, parce que c'est un art qu'on réserve beaucoup encore aux structures scolaires. Voilà. Et moi, tout mon objet, toute ma volonté, c'est justement de sortir l'éloquence des milieux scolaires pour lui redonner sa place et sa juste place dans la société et dans la communauté. Pour conclure cette interview, je vous dirais que si vous regardez cette interview et que vous la refaites demain, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Vous aurez les idées générales, mais rarement les mêmes réponses. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance de savoir improviser. Avec l'improvisation, on est dans la sincérité. Mon discours est dirigé parce que j'ai des idées que je veux déployer, mais puisque j'improvise au gré des questions qui me sont posées, au gré aussi du climat, du contexte, et tout, je vous donne mon ressenti avec le plus de sincérité et d'honnêteté possible. Alors n'oubliez pas, on n'est pas orateur, on le devient. Et comme un proverbe peut le dire, il vaut mieux convaincre que vaincre, car celui qui est vaincu est rarement convaincu. Or, celui qui est convaincu est souvent vaincu. Un grand bravo au projet de Rafale Verbal. Votre idée, votre initiative de faire des interviews d'acteurs autour des arts oratoires et de l'éloquence, la prise de parole en public dans la région bordelaise est extrêmement pertinente et très louable. Nous avons des visions différentes, nous avons des formations différentes, mais nous sommes tous habités par une chose, l'amour des mots. Alors bravo à vous. Love in life, happiness in sight, but still something ain't feeling right. Trying to make it in this world, but